Ok, donc un petit résumé sur les séries de Fourier trigonométriques. Bon, les séries trigonométriques, les séries de Fourier. Donc, on va commencer donc, avec ce que c'est qu'une série trigonométrique. Ok, donc, une série trigonométrique, c'est juste une somme de fonctions trigonométriques. Vous savez que voilà, les fonctions trigonométriques, il y a les fonctions cosinus et sinus. Ok, donc, ce qu'il faut savoir essentiellement, c'est juste ça. C'est quoi une série trigonométrique? Quand on parle de série, on veut parler de somme, simplement. Quand on parle de série, on veut parler de somme. Ok, donc, trigonométrique, c'est pour dire c'est une somme de fonctions trigonométriques. Donc, ici, par fonction trigonométrique, nous entendons cosinus et sinus. Donc, voilà, donc c'est une série qui va s'exprimer exactement comme ceci. Okay. Donc, la somme de AN cosinus de N oméga T plus BN sinus de N oméga T. Voilà. Bon, mais déjà, il y a un petit truc que je dois corriger. Ce n'est pas S de I, c'est S de T, c'est une erreur. Okay. Donc, c'est S de T ici. Donc, S de T. Si on écrivait S de I, ça serait I. Donc, c'est une petite erreur de saisie. S de T, c'est ça. C'est une série trigonométrique, ça. Donc, ici, AN et BN sont des coefficients voilà, quelconques qui seront déterminés. Bon, je vois que l'on vous donnera peut-être. Donc, je vais vous donner un exemple de série trigonométrique. Si vous prenez un exemple immédiat de série trigonométrique, je pourrais dire exemple, si on prend cette somme, si on prend la somme S de T, qui est égale à la somme des 1 sur N carré cosinus de T, par exemple. Disons cosinus de NT. Okay, je vais mettre ça comme ça, NT par exemple, où N varie de 1 à l'infini. C'est une série trigonométrique, vous voyez. Donc ici, voilà, le coefficient de cosinus, c'est ça qui connote AN. Le coefficient de cosinus, c'est ça qui est AN. Donc ici, AN, c'est 1 sur N carré. Et BN, puisqu'il n'y a pas de sinus ici, le BN est égal à 0, dans l'exemple que j'ai donné. Vous voyez, donc c'est juste ça une série trigonométrique. Et donc pour le moment, ça va. Donc c'est une somme de fonctions trigonométriques. Okay. Maintenant, habituellement, ce qu'on cherche à faire, c'est quoi? On a une fonction, je vais expliquer un peu le thème. Donc on a une fonction f, habituellement on a une fonction f périodique, soit f, une fonction périodique. Okay. On prend une fonction périodique de période de t, soit f une fonction périodique de période t. Une fonction de réel à valeur réelle, une fonction réelle à valeur réelle. Donc cette fonction-là, on veut la décomposer, okay, comme une série trigonométrique. C'est une fonction. Et on veut l'écrire comme série trigonométrique. Donc à cette fonction, on associe une somme. À cette fonction f, okay, on fait correspondre une somme, une série en quelque sorte. On lui associe une série qui est sa série trigonométrique. On va dire une série, on va noter peut-être S de f. Okay. Série trigonométrique, série S de f qui sera une série trigonométrique. Okay. En gros, ce qu'on cherche à faire, voilà, c'est d'associer à f une série, donc S de f, donc il va mettre f, une série SF qui va s'exprimer comment SF de Is. Donc, voilà, c'est dans la réunion, je viens. Donc, une série SF définie par SF de Is égale somme des AN, on peut le découvrir comme ça, cosinus de N oméga Is plus Bn sinus de N oméga Is. C'est ce qu'on cherche à faire. N allant de 0 à l'infini. Donc, on veut faire cette décomposition. Dans cette fonction f, on va associer une série SF qu'on appelle la série trigonométrique de la fonction f. Maintenant, c'est quoi oméga? Je n'ai pas dit. Comment est-ce que oméga est défini à partir de f? Oméga, c'est 2pi sur la période. On l'appelle la pulsation. C'est 2pi sur la période. On l'appelle la pulsation. Donc 2pi divisé par la période. C'est ça qui est la valeur de oméga. Okay, donc j'ai parlé de fonction périodique. Vous devez savoir c'est quoi une fonction périodique. Et quand je dis une fonction est périodique, de période de t. Pouvez-vous me donner des exemples de fonctions périodiques que vous connaissez? Les fonctions périodiques. Vous pouvez dire f est périodique au juste. On dit f est périodique, période t. Exemple, une fonction périodique.
La fonction sinus est un bon exemple de fonction périodique. Une fonction périodique, c'est une fonction qui se répète à intervalles de temps réguliers. On peut dire grosso modo, c'est ça. Voilà, donc l'exemple d'une fonction périodique, vous voyez le graphe, voilà. Ça se répète à un intervalle de temps régulier en fait. Qu'est-ce qui se répète ici? Quel est le motif? Je ne vois pas d'image. Vous ne voyez pas d'image. Donc ceci, c'est l'exemple d'une fonction qui est périodique. Parce que vous voyez que, par exemple, le motif qu'il y a ici, entre l'intervalle 0 à 2π, à peu près vers 6 comme ça, ok, de 0 à là, je veux dire sur l'intervalle. Donc c'est la même chose qui va se répéter après. Oui. Dans le dessin, dans ce cadre, c'est ce motif qui se répète. Ce motif se répète. C'est le même motif. Ce motif, c'est le même qui se retrouve de l'autre côté, par exemple, lorsque je vais vers la gauche. C'est le même motif ici. Et ainsi de suite. C'est ça qui va se répéter. Et ainsi de suite à l'infini. Donc ça, c'est un exemple de fonction une fonction périodique, excusez-moi. La période, c'est l'intervalle sur lequel la chose se répète. Ici, ça se répète sur 0 à 6 à peu près. En fait, en tout répète, c'est 0 à 2π. Okay. On va dire que la période, ici, c'est 2π. Et l'égalité pour caractériser une fonction périodique, c'est juste avoir f de x plus t. Une fonction t périodique, c'est d'avoir f de x plus t égale f de x. Comme vous avez ça, on dit que f est t périodique. Okay. Ceci pour tout x, on dit que f est t périodique. Donc, ces genres de fonctions, on peut les décomposer comme séries trigonométriques. Voilà. On peut leur associer en fait une série trigonométrique pour être plus rigoureux. Voilà. Donc, et c'est cette série trigonométrique dont l'expression se retrouve comme ceci. Donc, la question que vous devez poser, c'est comment calculer donc AN et Pn. Voilà. Comment calculer? Lorsqu'on nous donne une fonction f qui est périodique, ça sera une fonction périodique. Okay? On va vous donner une fonction périodique. On va vous demander de trouver sa série de Fourier. Okay? Donc, AN en toute rigueur, AN dépend de f. Okay? Donc, je pourrais mettre AN. On va vous demander celle coefficient AN. En fait, on notera AN de f. Okay? Et bien, qu'on notera BN de f. Pour dire que bon, s'il n'y a pas de confusion, on peut mettre AN tout court, BN tout court. Okay? Donc, AN de f, il faut dire que c'est le coefficient AN en fait, de la série trigonométrique de la fonction f. Le coefficient BN de la série trigonométrique de la fonction f. Et par calcul, en fait, on arrive à obtenir ces expressions. C'est ces calculs qui ont été faits dans votre cours, justement. Et vous obtenez les formules qui permettent d'évaluer AN de f et BN de f. Okay. Dans cette formule, c'est ce que vous trouvez dans le cours au niveau de. Je vous montre. AN de f et BN de f, un subtil. Donc c'est ça les coefficients. Okay. À connaître. Le coefficient 0, le coefficient n et tout. Okay. En gros, la formule pour AN en général, c'est 2 sur la période et on intègre sur la période. Bon, on peut intégrer sur n'importe quel intervalle, pourvu que l'intervalle, son amplitude, soit égale à la période, en règle générale. Donc, on peut intégrer sur 0 à t, on peut intégrer sur moins t sur 2 à t sur 2, je vous montre visuellement, on peut intégrer sur 0 à t, c'est vrai. On peut intégrer sur moins t sur 2 à t sur 2, bon bref, pourvu que l'amplitude de l'intervalle soit t. Donc 0 à t, c'est juste un exemple. Et donc, c'est l'exemple que moi habituellement je préfère mettre ici, juste t. C'est pour vous dire qu'on intègre sur l'intervalle d'amplitude t. On met f de t, ici on met cosinus n oméga t dt. Alors, c'est ça que vous pouvez tirer. Donc, Bn aussi, c'est quasi la même formule, quasiment la même formule. Donc, 2 sur la période, on intègre sur la période f de t, sinus de n oméga t dt. Okay. Donc, maintenant, en particulier, la formule AN n'est valable que pour n éléments de n étoiles. C'est-à-dire qu'on calcule A0 à A, il faut remarquer ça.
Le calcul de A0, lui, se fait carrément à part. Et donc, ce n'est pas 2 sur la période, c'est plutôt 1 sur la période. Donc, il faut savoir que le calcul de A0 se fait à part habituellement pour des fonctions t périodiques. Donc, quand je parle d'amplitude t, c'est que il suffit que vous pouvez intégrer sur n'importe quel intervalle i de la forme a moins b. Okay. Et de la forme ab plutôt, pourvu que b moins a donne t. Pourvu que l'amplitude donne t. Vous voyez? Donc ici, par exemple, si je prends l'intervalle 0 à t, est-ce que son amplitude est t? Oui, parce que en fait, t moins 0, ça va être t. Et si je prends par exemple l'intervalle moins t sur 2 à t sur 2, est-ce que son amplitude est t? Son amplitude, ça va être t sur 2, moins t sur 2. Ça va être quoi? Ça va être t. On peut intégrer sur moins t sur 2 à t sur 2. En bref, pourvu que l'amplitude n'intervalle soit t, vous pouvez faire ça, il n'y a pas de souci. Dans cette formule. Okay. Donc, voilà, ANBN, voilà. Donc voilà pour quelques questions. Oui, quelle question? Monsieur, pourquoi dans les exercices, on donne peut-être simplement d'intégrer une fonction de 0? On a beau intégrer de 0 à 2 pi, et puis revenir à moins pi, pour ensuite aller à 0 pi. Pourquoi on fait ça? Pourquoi ce processus-là? Pourquoi on intègre sur 0? Répète ta question, s'il te plaît. Tu disais pourquoi on intègre sur. Oui? On veut une fonction de. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. On veut intégrer une fonction de 0 à pi. Oui. Non. Maintenant, pourquoi on va d'abord intégrer de 0 à 2 pi, ensuite de moins pi, puis à pi? Ok. Ok, je vais t'expliquer ça sur quelques exemples de ce que tu vas voir. Je vais t'expliquer ce genre de choses sur. Voilà. Je vois quand même là où tu viens venir. Je vais faire l'explication juste. En fait, souvent, si vous avez une fonction qui est paire, voilà, qui est au niveau des calculs intégrales, sachez que si vous avez une fonction qui est paire, nous montrons ça graphiquement. Une fonction qui est paire, c'est une fonction comme la fonction carrée. Si vous prenez la fonction carrée, elle vérifie f de x égale à x carré. Et vous voyez que f de moins, quand on f de moins, ça fait moins sous carré, ça fait x sous carré. Bon, bref, la fonction carrée, vous savez qu'elle est paire. Si vous prenez par exemple une fonction comme la fonction carrée, qui est une fonction paire, en fait, ça couvre possède un axe de symétrie. Quand vous avez une fonction paire, ça courbe en fait possède un axe de symétrie, c'est-à-dire la courbe de cette fonction, l'axe des ordonnées précisément, voilà, est un axe de symétrie. Donc ce axe, si vous avez une fonction paire, ce axe est un axe de symétrie. Voilà. Et de ce fait, quand vous voulez intégrer par exemple sur moins AA, par exemple cette fonction, vous voulez intégrer moins AA, cette fonction-là, x, comme c'est une fonction qui est paire, l'intégrale, vous savez que l'intégrale s'interprète comme étant une R. Donc l'intégrale, c'est l'air sous la courbe. C'est cette paire-là qui est l'intégrale. Vous voyez que l'air de moins A à A, c'est le double, puisque ce cas, c'est un axe de symétrie. Et l'air de moins A à ici sous la courbe, c'est la même chose que l'air, c'est le double de l'air qu'il y a au niveau de 0 à A exclusivement. Vous avez deux fois l'intégrale de 0 à A. F donc si f est paire, donc si vous avez une fonction qui est paire, vous verrez qu'on va utiliser cette formule. Donc vous aurez l'impression que voilà, c'est ça qui vous donne l'impression que on passe peut-être moins pi à 0 pi, c'est ça qui donne l'impression en fait. C'est parce qu'il y a cette propriété pour les fonctions qui sont paires. Si une fonction est paire, vous avez ça. Et j'ajoute même pour les fonctions impaires. Si f est impaire, c'est-à-dire que f de moins x égale à moins plus. Okay. Ça, c'est l'exemple de la fonction Q. Je donne un exemple, la fonction Q. Okay. Elle vérifie cette propriété. Si vous tracez son graphique, vous avez un truc comme ça, par exemple, hop, donc le moins A à A, lui, il a un centre de symétrie en fait. Okay. Donc il y a ce point-là. Le point O, c'est un centre qu'on appelle un centre de symétrie. Okay.
De telle sorte que quand vous intégrez de moins A à A, par exemple, vous intégrez ceci de moins A à A, et comme l'intégrale ici est comptée négativement, l'air, tout ça c'est une aire qui est dans la partie négative, ça c'est l'air dans la partie positive. Ceci est négatif, ceci est positif. Donc quand vous intégrez de moins A à A, okay, vous aurez 0. Vous aurez 0 parce que la valeur négative, ça veut dire la valeur positive ici. Et vous avez, ça s'équilibre en fait, et vous avez 0. Donc si f est impair, vous avez ce résultat-là. Donc c'est ce résultat-là en fait que l'on va utiliser très souvent au niveau des séries trigonométriques. Donc c'est ça qui explique ça. Mais quand on va couper ça dans l'exercice, vous verrez l'application concrète de ce que je viens de dire. Okay. Donc maintenant, j'espère que j'ai répondu partiellement à ta question. Mais après, on va essayer d'appliquer à l'exercice qui comprendra mieux ce que je suis en train de dire. Donc ici, j'ai AM, j'ai BN. Donc, voilà. Maintenant, sachez que souvent, si vous voulez calculer les coefficients de Fourier pour une fonction qui est paire, je vous montre, je reviens un peu plus haut, je vous montre ce qu'on veut dire. Donc, où est l'expression de AN et de BN, ouais, ça fera l'affaire. Ça, c'est AN, BN, et c'est parfait. Et avec ça, donc, sachez que si f est paire, si vous avez f une fonction qui est paire, voilà, si f est paire, l'un des coefficients nuls, c'est les b qui seront nuls. Parce que si f est une fonction paire, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, si f est paire, f sinus sera impair. Le sinus, vous savez, la fonction cosinus est une fonction qui est paire, mais la fonction sinus est une fonction qui est impaire. Donc si on fait un produit entre une fonction paire, celui-là, si f est paire, sinus, sachez que le sinus est paire impair. Sinus est une fonction qui est impaire, mais cosinus est une fonction qui est paire. Donc cosinus est une fonction qui est paire. Donc, je vais dire que si f est une fonction paire, quand vous multipliez ça par la fonction impaire sinus, vous produisez une fonction paire par une fonction impaire, c'est une fonction qui est impaire. Donc, vous avez une fonction qui est impaire, et quand vous l'intégrez, vous aurez 0 sur l'intervalle du genre moins a ça va donner 0. Là, ce que je suis en train de dire, c'est que si f est paire, vous devez prendre n égale à 0 automatiquement. Ça ne sert à rien de faire les calculs. Mais si f est impair, Comment pas la partie sur la parité? vous dites, Comment pas cette partie? cette partie-là. Je ne comprends pas cette partie sur la parité. Ok, d'accord. Précisément ce dont je viens de parler, ça, c'est ça? Oui, exactement. Ok, donc j'y reviens un peu. Tout d'abord, j'explique en fait la chose d'abord de façon intuitive. Vous comprenez que les fonctions sinus et cosinus, vous comprenez que les fonctions sinus, vous connaissez leur parité, sinus est impair, cosinus est pair. Est-ce que là-bas c'est clair d'abord? Oui. Ok, donc là je reviens un peu pour vous faire l'explication. En fait, la chose est que vous savez que cosinus est pair et sinus est impair. Ça, on le sait. Donc, si la fonction f est une fonction qui est paire, dans sa décomposition, il n'y a que, je veux dire, c'est que si la fonction f est une fonction paire, okay, dans SF, il n'y a que les coefficients de cosinus, donc de la fonction paire. Si f est paire, et dans la série de Fourier de f, il n'y aura que les fonctions cosinus qui sont paires, parce que sinus est impair, donc ces coefficients sont nuls. Si f est paire, n est nul. Voilà. Par contre, si f est impair, les coefficients qui seront là, si f est impair, donc c'est seulement les impairs qui seront là dans son écriture. Et donc ce qui va rester, c'est quoi? C'est les bn sinus n oméga qui vont rester. Donc ce qui va s'annuler, c'est an. C'est à peu près ça l'intuition qui est derrière la chose. Donc je dis comme ça. Donc si f est pair, en gros, ce qu'on fait, c'est que dans cette écriture, je vais un peu reculer ceci. En gros, si f est pair, ce qu'on fait, c'est que dans cette écriture, on va barrer. Je vous explique juste la chose de façon très intuitive.
Donc, si f est pair, ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va barrer voilà, la partie impaire. On va barrer cette partie, quoi. Ça qui correspond à bien égal à 0. Okay. Donc, par contre, si f est impair, ce qu'on va barrer, c'est la partie paire. On va barrer la partie paire. On prend donc a n égale à 0. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Ok. Donc c'est à peu près ça. Intuitivement, c'est ça quand même. Intuitivement. Okay. Maintenant, bon. Maintenant, plus rigoureusement, il faut voir ça au niveau des intégrales. Et plus rigoureusement, il faut voir ça au niveau des intégrales. Voilà. Donc ça, c'est intuitivement, c'est comme ça que pour une façon à côté. Maintenant, le par calcul, si la fonction f est en fait paire, okay, si la fonction f est paire, ça veut dire quoi? Bon, je vais vous montrer la chose par calcul. Donc, vous allez voir. Donc, par calcul, on a ça. Par calcul. Si f est paire, qu'est-ce qu'on a? F est paire, ça veut dire que quand vous avez f de moins x, f de x par exemple. Maintenant, ce qui fait que quand vous prenez f de moins x, donc si vous prenez la fonction, je vais l'appeler, si vous prenez f de x, fois le sinus, voilà, disons fois le sinus de n oméga x. Je l'appelle g de x. Si vous calculez g de moins x, vous obtenez quoi? Exactement. Si vous calculez g de moins x, vous avez f de moins x sinus de moins n oméga x. Maintenant, comme f de moins x c'est f de x, vous avez, parce que f de moins x égale à f de x, d'après ce que j'ai écrit ici, donc vous aurez f de moins x fait f de x, mais sinus de moins n oméga x, puisque le sinus est impair, donc le moins sort, le sinus lui est impair, donc il y a un moins qui sort comme ça, et donc il va rester sinus ici de n oméga x, de telle sorte que, donc, vous avez g de moins x qui fait ça, mais vous voyez que dans ce cas, g de moins x, en fait, ce n'est autre que moins, parce que l'écriture que vous voyez ici, c'est l'écriture de g elle-même que j'ai fait. Je vais la recopier en fait. F de x sinus n oméga x, F de x sinus n moins ici c'est g de x en fait. Donc c'est g de x. Vous voyez que g de moins x, ça fait moins g de x. En fait, ce que je viens de faire, c'est juste de vous montrer que si on fait le produit d'une fonction et la fonction f est paire, quand on fait le produit d'une fonction paire par une fonction sinus qui est impaire, on obtient une fonction qui est impaire. Parce que vous voyez que g de moins x égale à moins g de x, alors il peut dire que g est impair. Deuxièmement, sachez que quand on fait le produit d'une fonction, si on fait paire fois impair, ça donne impair. Ça donne impair. Voilà. Au niveau des fonctions, c'est comme ça. Fonction paire fois fonction impair, ça donne fonction impair. Si vous faites fonction paire fois fonction paire, vous avez fonction paire. C'est comme la règle des signes. Quand vous avez impair fois impair, c'est comme la règle des signes en fait. Ça fait paire. Voilà, impair fois paire. Impair fois paire, bon, c'est aussi impair, évidemment, donc c'est impair. C'est comme la règle des signes moins fois moins qui fait plus. Vous prenez moins comme, voilà, c'est un truc comme ça, bon, c'est pas trop, mais il y a une façon de définir ça. Donc, et comme cette fonction est impair, ça fait que comme vous l'intégrez par exemple, de moins t sur 2 à t sur 2, quand vous intégrez la fonction g, vous aurez 0. Après l'expression que je vous ai donnée, qu'on intègre sur un intervalle du genre moins a, une fonction impaire, ça donne 0. Parce qu'une fonction impaire, comme je vous l'ai expliqué graphiquement, elle a un centre de symétrie. Donc, quand vous sommez les R, il y a une R négative, une R positive. Et quand on fait la somme, ça donne 0. Vous avez cette intégrale qui est nulle. Et cette intégrale, ce n'est autre que, genre le coefficient que l'on veut. Parce que c'est lié au coefficient Bn, je pense. Parce que G, c'est quoi? C'est F sinus. Ce que j'ai appelé G, ce n'est autre que F de x sinus n oméga x, ça veut dire que l'intégrale sur l'intervalle moins t sur 2 à t sur 2, son amplitude c'est t. Donc, quand vous intégrez cette fonction, F de x sinus n oméga x, F de x sinus n oméga x, ça fait 0 quoi. Il serait 0. Et ça, c'est lié au coefficient. Voilà, celui avec sinus, il me semble que c'est bien, non? Bien égal à 0. Donc finalement, j'ai montré que si f est pair, okay, si f est pair,
j'ai montré son coefficient Bn est nul. Donc, j'ai montré si f est pair, à partir de f est pair, j'ai montré que le coefficient Bn de f est égal à 0. Okay. En fait, si je voulais faire par calcul, c'est ce que j'allais faire. Si je voulais le démontrer par calcul, ce que j'allais faire. Je n'ai pas fait comme ça. Bon, parce que bon, moi, intuitivement, je vois clairement que voilà, c'est ça la série de Fourier. Okay. Intuitivement, si f est pair, son coefficient, okay. C'est comme si vous éliminez les fonctions impaires, donc les sinus, et donc vous prenez les biens égaux à 0. Par contre, si f est impair, c'est plutôt les paires que vous devez supprimer, donc les cosinus. Donc c'est les n qui sont égaux à 0, donc c'est à peu près ça. Et donc, c'est des petits trucs à connaître avant de faire les exercices. Bon, ok. Maintenant, une fois que vous connaissez cette formule, il y a aussi les coefficients complexes. Les coefficients complexes de série de Fourier. Bon, ici, par exemple, comme, c'est ça. Bon, pas notre laissez-moi pas du donc je ne vais pas en parler. Voilà, donc cette écriture, très importante. Pour uniformiser les notations, on va désormais faisait la somme du Fourier sous cette forme. Il faut que j'en parle un peu. On met du A0 sur 2. Bon, le A0 sur 2, c'est par rapport à l'écriture. Normalement, ça devait être A0. Normalement, ça devait être A0. Mais pourquoi mettre A0 sur 2? C'est par rapport à ce que je viens d'écrire ici, en fait. Ça devait être A0. Parce que comme on remplaçait N par 0 dans cette écriture, vous avez quoi? Comme je vous montre un peu, dans l'écriture que j'ai donnée initialement, voilà, si vous remplacez N par 0, vous avez A0. Si vous remplacez N par 0, celui-là donne A0. Ici, vous avez cosinus 0 en fait. Ici, vous avez B0, sinus 0. Si vous remplacez N par 0. Mais sinus 0, c'est 0. Cosinus 0, c'est 1. Donc, ce qui fait que ça donne, par calcul, vous avez A0 simplement. On voit que, voilà, ça c'est 1, ça c'est 0. Hein. Donc, vous avez A0, vous n'avez pas A0 sur 2. Vous avez A0. Maintenant, pourquoi mettre A0 sur 2 au final? Okay. C'est parce que dans les calculs, voilà, pourquoi mettre A0 sur 2, je vous montre un peu. Et dans certains, vous allez voir, en fait, vous voyez le coefficient qu'on a donné pour A0. On a écrit 1 sur T est égal de 0 à T. En fait, alors qu'on a écrit A est égal à ça. Voilà. Donc, en fait, quand on maintient la formule, on maintient A0 comme ça, vous voyez qu'il y a une différence en fait entre l'écriture de A0 et l'écriture de AN en général. En N, il y a un 2. En N, il y a 2. Donc, en gros, si vous écrivez avec la formule A0 sur 2, vous devez utiliser ce A0. Dans certains cas, vous allez voir, on va mettre A0 plutôt comme 2 sur T. On va mettre 2 sur T. Dans ce cas, s'ils mettent A0, s'ils mettent 2 sur T de la même façon que AN, dans ce cas, on n'a pas besoin de mettre A0 sur 2. C'est à peu près, c'est un peu nuance. En gros, ce que je suis en train de dire, c'est que on a mis A0 sur 2 juste en fait pour être conforme avec AN. Juste pour être conforme avec AN, il faut modifier un peu dans l'écriture A0 sur 2. C'est en faisant les calculs que vous comprenez mieux. Faisant les calculs qu'on comprend mieux ce que je suis en train de dire là. Donc cette écriture-là, elle est là juste parce qu'il y a une différence entre les A1 et A0 ici. Le A0, la formule c'est plutôt 1 sur P intégrale de f de x de cosinus n oméga x sur la période, alors que en général AN lui c'est 2 sur P. AN c'est 2 sur P. Intégrale sur la période f de x cosinus n oméga x c'est x. Dans notre cours, vous allez voir, en fait, on va mettre A0 comme 2 sur T. Donc, on va garder juste une seule formule. Quoi. Bon, ici, le oméga, c'est 0, donc cosinus 0, donc ça fait 1, donc ici, c'est T simplement. Donc, c'est un qu'on va pas mettre A0, comme ça, on va mettre 2 sur T. Et quand on met 2 sur T, dans ce cas, dans la série de Fourier, en fait, on l'écrit simplement comme A0 plus la somme des A. La somme là, voilà, ainsi de suite. Quoi. Donc voilà. Bon, mais dans votre cours, vous mettez A0 sur 2 et vous respectez la formule A0 égale 1 sur 2 tout ça là. En fait, ça, rigoureusement, c'est la série de Fourier de la fonction MCL. Ce n'est pas exactement la fonction F directement. Et c'est ça, série de Fourier. C'est la série de Fourier. Okay. Donc, c'est la somme de. Il faut distinguer la somme de F avec F lui-même.
SF n'est pas toujours égal à F. Donc, il faut distinguer la somme de la série avec la série elle-même. Maintenant, il y a un théorème, c'est le théorème de Dirichlet. Ce théorème-là vous donne à quelles conditions est-ce qu'il y a l'égalité entre une série de Fourier et sa somme. Donc, théorème de Dirichlet. Et je vous montre ça. Donc, sachez qu'en général, donc l'idée, ce que je vous dis, c'est qu'en général, la série de Fourier d'une fonction en un point, c'est différent de la fonction elle-même. Dans la question que l'on se pose, c'est quand est-ce que la fonction est égale à sa série de Fourier? Quand est-ce que la série de Fourier est égale à la fonction en fait? Ok? C'est à ça que répond le théorème de Dirichlet. Donc c'est à ça que répond le théorème de Dirichlet. Soit f une fonction de R et S satisfaisant fonction suivant dite de Dirichlet. On prend une fonction f qui est périodique, qui est continue par morceau. Et quand on dit continue par morceau, il faut faire la différence entre la continuité par morceau et la continuité simplement. Et quand on dit que f est continue par morceau, c'est que je vais vous montrer un petit dessin, un exemple de fonction qui est continue par morceau. Et je vais montrer la différence en fait. Et quand on dit fonction continue, simplement c'est que la courbe est en un seul trait. Et très simplement. C'est pour dire que la courbe de la fonction est en un seul morceau. Hein? Pas forcément une sinusoïde. Hein? Par exemple, ça c'est une fonction continue. Hein? Donc pour tracer sa courbe, je ne lève pas la craie et je ne lève pas le crayon. Hein? C'est de façon continue. Quoi. Donc quand on dit continue par morceau, ça c'est continu. Okay? Donc ça c'est continu. Quand on parle de continu par morceau, on peut parler de quoi? Donc on a une situation comme celle-ci. Continue par morceau. Donc on a peut-être comme ça. Il y a un morceau où c'est continu. Et ensuite il y a un petit saut. Un petit saut encore. Un petit saut. Ouais. Ça c'est une fonction continue par morceau. Ouais. Maintenant, une fonction continue, elle est continue automatiquement par morceau. Dans la définition, sachez qu'une fonction continue, c'est une fonction continue par morceau. Une fonction, mais l'inverse, la réciproque est fausse. Une fonction continue par morceau n'est pas forcément continue. Donc, continue par morceau, c'est ça. Continue par morceau. Okay. Donc, en un point, de discontinuité, il y a quelques points de discontinuité, un nombre fini de points de discontinuité. En ce point-là, par exemple, je l'appelle 1. Par exemple, en ce point, il y a une limite par valeur inférieure, il y a une limite par valeur supérieure. Et donc, la fonction a une limite par valeur inférieure et une limite par valeur supérieure. Et par valeur inférieure, c'est la valeur de f par, c'est ici. Voilà, la valeur par valeur supérieure, c'est ici. Voilà. En gros, c'est les deux hauteurs, quoi. Donc, il y a une hauteur, la première hauteur et la seconde hauteur. Donc, ceci, la première hauteur, je vais dire ça, de là à là. Ça s'appelle la première hauteur. De là à là. Par exemple, là, c'est trop beau. On va prendre ça, là. C'est trop beau. Voilà, dans la première hauteur et la deuxième hauteur de là, quoi, par exemple. Il y a deux hauteurs différentes. Et donc, en ce point x0, nous avons deux valeurs. Donc, nous avons la première hauteur qui va noter f de i0 plus. F de i0 plus, par exemple, c'est la limite, en gros, par valeur inférieure. F de i0 moins plutôt. La plus petite valeur va noter ça, f de i0 moins. Et la plus grande valeur va noter ça, f de i0 plus. Donc, ce qu'on note f de i0 moins, par exemple, f de i0 moins, c'est la limite par valeur inférieure. C'est la limite de f de i100. Lorsque i100 est i0 par valeur inférieure. Et ce qu'on note f de i0 plus, c'est la limite de f de i100. Lorsque i tend vers quoi? I0
à valeur supérieure. Ouais. Si ces deux limites sont différentes, alors la fonction n'est pas continue. Maintenant, le théorème de Dirichlet dit quoi? Il dit que si vous avez une fonction qui est continue par morceau, qui est périodique, qui admet en tout point un nombre de dérivés à gauche et à droite fini, alors, dans ce cas, la série de Fourier, donc associée à f, donc la série de Fourier associée à f, c'est ça que j'ai noté SF. Voilà. Qu'elle converge. C'est dans ce cas que la série de Fourier converge et converge vers la fonction régularisée. Elle converge vers la fonction régularisée de f. Ce qu'il appelle la fonction régularisée, c'est la fonction. Comment est-ce qu'on définit la fonction régularisée? Voilà, c'est son expression, ça. Qui est définie à partir de ce qu'il appelle f de x plus f de x moins là. C'est ça qu'on appelle. On n'a pas dit ça converge vers la fonction f, mais c'est vers sa fonction régularisée. C'est ce que le théorème de Dirichlet dit. Okay? C'est ça qu'on appelle la fonction régularisée. Et donc, si par exemple, je vais vous donner la régularisation de cette fonction dans un cas simple, supposons que vous avez, disons, quelque chose comme cela, votre fonction vaut ceci. Je vais prendre un exemple très simple. Une fonction qui vaut, voilà, ça, et ça, on continue par morceau. Elle est définie sur l'intervalle 0 à 2. Et sur l'intervalle 0 à 1, elle vaut, sur l'intervalle 0 à 1, sa valeur ici, à hauteur, ici, c'est, admettons que ça vaut 1. Donc, je vais mettre le et qui ici ça vaut 3 par exemple. Je mets n'importe quoi. Ok. Parfait. Donc, si on veut la fonction régularisée, f bar, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il appelle f bar? Qu'est-ce qu'on entend ici par f bar? Okay. Cette fonction-là, qui montre que la courbe elle-même, c'est f. Ce que j'ai tracé, c'est f. Okay. Donc, f bar, c'est quoi? F bar de i, c'est égal à. Là où il y a continuité, vous voyez que ici, la courbe est en un seul trait. Et donc, c'est un domaine de continuité. La courbe est en un seul trait de 0 à 1. Donc, sur 0 à 1, bah, la fonction vaut 2. Donc, on met 2. 2. Si ça appartient à 0 à 1, par exemple, si ça appartient à 0 à 1, on peut terminer sur 0, c'est pas grave. On peut terminer sur 0, par exemple. Hein? Ok, maintenant, sur l'intervalle 1 à 2, donc ça vaut 3. Donc, 3 si, donc sur l'intervalle 1 à 2, ça vaut 3. Donc, 3 si ça appartient à 1 à 2, par exemple. J'ouvre sur 1 soigneusement. Maintenant, vous voyez qu'en 1, il y a un saut. Il y a un saut ici. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir en 1? Si on me demande f de 1, vous avez un. Vous ne pouvez pas dire si c'est 2 ou 3. Bon, en fait, en tout cas, avec le graphe, on a du mal à dire. Ce qu'on appelle donc la fonction régularisée, qu'est-ce que ça fait? Ça va prendre la moyenne. Je suis en train de douter entre 2 et 3. Je fais simplement la moyenne 2 plus 3 sur 2. Donc, 6 c'est égal à 1. Okay. C'est ça qu'il appelle la fonction régularisée. En gros, ce qu'on est en train de dire, que si la fonction est périodique, ça c'est de Fourier, la série de Fourier SF là, SF de x. Ce qu'on est en train de dire, c'est que ça fait f bar de x. Okay, c'est ça. Sous les conditions qu'on a citées, la série de Fourier SF serait f bar de 10. Okay. En gros, si on me demande SF de 0, comme 0 est dans le domaine des continuités, là je vais prendre f bar de 0. On va faire f bar de 0, c'est 2. Mais si on me demande SF de 1, je vois que 1, c'est un point de discontinuité. Là, la valeur, c'est plutôt f bar de 1, donc il fait quoi? De plus 3 sur 2. Et donc, ça fait de plus 3, 5 sur 2. Voilà. Donc, c'est ça. Vous notez bien que la série de Fourier d'une fonction ne converge pas vers la fonction forcément. Donc, et pour savoir vers quoi ça converge, il faut simplement appliquer le théorème de Dirichlet qui dit que si votre fonction est périodique et de période T, si elle est continue, si elle admet en tout point un nombre dérivé à gauche et à droite fini, dans ce cas, la série de Fourier est convergente vers sa fonction régularisée, pas vers la fonction, mais la fonction régularisée. Okay. Et que cette convergence, elle est uniforme sur toute l'intervalle où f est continue. Simplement. Donc ça, c'est le théorème de Dirichlet qui sera très utilisé. Donc toujours dans le cas de notre cours, il y a une égalité qu'il faut savoir, qui est très importante, c'est l'égalité de Parseval qu'on utilisera pour calculer les sommes. Donc simplement, appliquer aux fonctions de carré intégral. Vous retenez ça aussi, vous avez tout. Normalement, pour traiter la plupart des exercices classiques sur les séries de Fourier. Et donc, il faut aussi connaître l'égalité de Parseval, et c'est bon. Donc, l'égalité de Parseval, c'est ça. Qui dit, étant donné une fonction qui est continue à valeur réelle,
Pi périodique continue par morceau sur 0t, une fonction continue par morceau, alors les questions de Fourier de f à 600 négatifs sont dites de Parseval. Bon, ouais. Donc, vous retenez cette égalité. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à ça. Vous verrez l'application pendant l'exercice. En gros, c'est ça. Ce qu'il faut connaître dans le cours, c'est le résumé de votre cours sur les séries de Fourier. Maintenant, on va faire l'exercice que j'ai donné par rapport à ces séries de Fourier-là. L'exercice que j'ai donné, c'est quoi le dernier exercice de votre PD. On va le traiter. Voilà. Celui-ci. On prend une fonction de pi périodique impair telle que on est tout ça. On va. Donc voilà. On prend une fonction réelle à variable réelle de pi périodique impair. Donc on donne l'expression. Donc c'est une fonction de période qui est égale à 2pi. C'est une fonction qui est impaire de pi périodique. Voici son expression. On demande de faire une figure de f sur l'intervalle mon pi à pi. Donc bonne question. Ça permet de voir à quoi ressemble la fonction. Alors, on demande de représenter ça sur moins pi à pi. Et donc, ce qu'on va faire ensuite,